Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'information reprend sur Sen Radio 98.5 à Dakar avec la principale édition de l'après-midi. Tout de suite le sommaire. Affaire Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana, les deux prévenus vont encore prendre leur mal en patience. Les délibérés sont de nouveau renvoyés au 23 juillet prochain. Les avocats dénoncent. Le Forum du justiciable invite l'État à prendre ses responsabilités pour faire cesser cette injustice. Démarrage des épreuves du BFM ce mercredi sur l'étendue du territoire national. Aucun incident majeur n'est signalé à Dakar. À Mbacké, un important dispositif sécuritaire est mis en place par les organisateurs. À Matam, les fortes pluies enregistrées ces derniers jours n'ont causé aucun incident dans les centres d'examen. Pas de difficulté également à Sédhiou. Plus de 76 milliards de nos francs alloués aux étudiants pour les bourses. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'inscrit dans une perspective de rationalisation nette catégorique du côté des étudiants. Aucune réduction n'est envisageable. Deuxième appel public à l'épargne. L'État mobilise 364 milliards de nos francs sur le marché. Trachome au Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé a validé hier l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique dans notre pays. L'invité, la page Inter et le journal de l'économie vont compléter cette édition. Merci à Hassan Thioul qui assure la mise en onde. Amis auditeurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rester fidèles. Nous vous le disions dans les titres. Affaire Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana. Les deux prévenus vont encore patienter. Les délibérés ont été renvoyés au 23 juillet. La défense dénonce et demande à l'État de prendre ses responsabilités. Maître El Hadji Diouf, un des avocats que nous écoutons avec El Hadji Malick Ndiaye. C'est vraiment l'indignation. C'est une situation déplorable. Aujourd'hui, nos clients sont comme des otages. Et ils ne sont pas responsables de cette situation. Je crois que l'État doit trouver rapidement un compromis ou une solution avec les greffiers, parce que c'est à cause de l'absence des greffiers à l'audience de flagrant délit que, effectivement, les délibérés sont toujours prorogés. Donc, nous subissons une situation inqualifiable et inacceptable. Cette grève des greffiers doit trouver une solution très rapidement. Parce que les greffiers doivent avoir le même statut. Il y a de l'arbitraire dans le traitement des greffiers pour le même corps. C'est incompréhensible, c'est injuste, c'est inacceptable. Donc, nous sommes de tout cœur avec les greffiers pour une solution rapide pour que véritablement nos clients puissent être libérés, puissent recouvrir la liberté, puissent reprendre leurs activités. C'était donc Maître El Hadji Diouf, un des avocats. Le renvoi systématique des délibérés motivés par la grève des travailleurs de la justice cause un préjudice énorme aux prévenus. Pour le Forum du justiciable, le ministre de la Justice est interpellé. Il doit prendre ses responsabilités pour faire cesser cette injustice. Écoutons Babacar Ba, il est le président du Forum du justiciable. Il est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Ce que aujourd'hui Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana ainsi que les autres sont en train de vivre est injuste. Oui, c'est injuste dans un état de droit. Le renvoi à plusieurs reprises de leur délibéré parce que tout simplement les greffiers, les travailleurs de la justice sont en grève est inhumain. C'est inhumain et c'est pas normal. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons que le ministre de la Justice, qui est le garant du bon fonctionnement du service public de la justice, le ministre doit prendre toutes ses responsabilités pour faire cesser cette injustice qui, à la limite, est devenue inhumaine et viole les droits de Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana ainsi que toutes les autres personnes qui sont dans cette situation. Nous demandons très sincèrement aux procureurs de la République, nous demandons également aux juges qui ont en charge de leur dossier de leur accorder en attendant la liberté provisoire ainsi que toutes les autres personnes qui sont dans cette situation. M. Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté aujourd'hui ont assez de garanties de représentation en justice. Maintenant, vouloir les maintenir en prison parce que tout simplement les greffiers ou les travailleurs de la justice sont en grève, c'est injuste. Je rappelle qu'au Sénégal, le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention. Aujourd'hui, on ne peut pas, sous prétexte que les greffiers sont en grève, qu'on veuille aujourd'hui garder
Moustapha Diakhaté et Bassirou Fofana en prison. Donc cela veut dire qu'ils vont rester en prison autant que cette grève va durer. Ça, je pense que c'est injuste. Et nous interpellons encore une fois de plus le ministre de la Justice qui est le garant du bon fonctionnement du service public de la justice. S'il y a un dysfonctionnement au niveau du service public de la justice qui est en train de causer un préjudice énorme aux justiciables, je pense que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, doit prendre toutes ses responsabilités pour faire cesser cette injustice. Sud FM, l'info, c'est ici. Les informations se poursuivent sur Sen Radio et l'on parle d'éducation avec le démarrage du brevet de fin d'études moyennes BFM ce mercredi sur l'étendue du territoire. À Dakar, 16 324 candidats en liste répartis dans 45 centres et 78 jurys en tournée dans plusieurs établissements. Les autorités académiques ont salué la bonne tenue des épreuves marquées par des innovations technologiques majeures cette année. Pape Djibril Diouf était de cette tournée. 16 324 candidats répartis sur 45 centres. Un seul objectif, franchir le cap du brevet de fin d'études moyennes. À Dakar, la mobilisation est générale pour un bon déroulement du BFM. Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Dakar. Cette année, l'académie de Dakar compte 16 324 candidats contre 17 088 en 2024, ce qui représente une baisse d'environ 770 candidats répartis dans 78 jurys et 45 centres. Les filles sont majoritaires, 58,5% des candidats sont des filles. Autre élément, c'est la proportion non négligeable du privé qui représente 55,1% des candidats et les candidats libres 8,1%. Un BFM 2025 marqué par des innovations majeures. La première innovation a consisté d'abord à délocaliser la saisie des candidats. C'est les établissements qui saisissent leurs candidats pour faire le contrôle, pour éviter les erreurs matérielles au niveau des références des élèves. Le deuxième élément, la saisie des notes directement dans Anadol. Le dernier élément, c'est le paiement en ligne des frais d'inscription. Toutes ces innovations, entre autres, nous ont permis vraiment de gagner en efficacité et en efficience. Trouvé au centre Koumba Ndoffène Diouf, certaines candidates affichent leur confiance. Pour elles, les épreuves sont pour le moment abordables. On a commencé les épreuves de rédaction, c'était un peu abordable. Le premier sujet par Mariama Ba, le deuxième sujet parlait sur l'actualité. Moi, je l'ai trouvé un peu abordable. Rigueur, inclusion et innovation. À Dakar, les organisateurs du BFM se veulent exemplaires. Une étape déterminante pour les candidats, appuyée par une communauté éducative pleinement engagée. Djibril Diouf, merci. Plus de 5500 candidats sont inscrits dans le département de Mbacké, dont plus de 3800 filles. Un dispositif important est mis en place par les organisateurs au niveau des centres d'examen. Tout ici y a fait un tour. Un bon démarrage des examens du BFM est noté dans le département de Mbacké. Aucune difficulté n'est pour leur signaler. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Omar Kane, revient sur les dispositions prises. Dans un centre, on a noté 14, effectivement. Mais quand nous sommes renseignés, nous sommes rendus compte que parmi ces 14-là, la plupart avaient déjà abandonné. Mais sinon, dans les autres centres, dans l'ensemble, c'est entre 1 ou 2 absents. En ce qui concerne les statistiques, nous avons 5 593 candidats, dont 3 868 filles. Ces candidats sont répartis dans 24 centres avec 28 jurys, parce qu'il y a des centres qui ont 2 jurys. Pour ce faire également, nous avons mobilisé 731 surveillants, dont 140 secrétaires. Nous avons démarré la sécurisation depuis le convoyage des épreuves. Comme d'habitude, les épreuves ont été gardées au niveau de la gendarmerie. Nous remercions au passage le commandant. Même les épreuves du deuxième tour actuellement sont au niveau de la gendarmerie. Maintenant, en ce qui concerne la sécurisation, du point de vue de la fraude, je pense qu'il y a une campagne qui a été menée depuis le début. Et cette campagne-là a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous avons insisté hier avec les chefs de centre et les présidents du jury pour que la fouille systématique se fasse au niveau des centres. Pour les surveillants également, nous leur demandons d'être vigilants, de s'armer de rigueur. Parce que de la même manière que le téléphone est prohibé chez les élèves, il l'est également du côté des enseignants. Le tour effectué par les acteurs de l'école ce matin au niveau de certains centres a permis de constater un bon déroulement selon l'adjoint au préfet qui s'est réjoui du travail préalable mené par les organisateurs.
Touti Sey Mbacké, Sud FM. Touti Sey, merci. Direction Matam, où les fortes pluies enregistrées dans les 72 heures n'ont pas eu d'incident dans les 67 centres d'examen de l'académie de la région. C'est le constat fait par les autorités administratives et académiques à l'issue de la traditionnelle visite des sites d'examen. Pour cette année, Matam enregistre 5299 candidats, nous dit Abdourahmane Diène. Le nombre de candidats au BFM de 2025 a augmenté par rapport à l'année dernière de 159 individus dans l'académie de Matam. Ils sont pour la présente session 5299 à la conquête du brevet de fin d'études moyennes. En visite des centres d'examen, l'inspecteur d'académie Mamadou Gueye a relevé un démarrage correct des épreuves. Les informations que nous avons reçues, ajoutées à celles que nous avons ici, montrent que l'examen se déroule globalement dans d'excellentes conditions au niveau de la région de Matam. En termes de statistiques, cette année, nous avons 5299 candidats répartis dans 67 centres et 68 jurys. Nous avons noté majoritairement les élèves sont présents pour le taux de présence. Les personnels commis à la surveillance aussi est présent. Donc à ce niveau-là, elles n'ont pas signalé de difficultés majeures. Les fortes pluies qui sont tombées durant les dernières 72 heures n'auraient pas occasionné des perturbations dans les 67 centres d'examen que compte l'académie. Au niveau de l'institution, aucun incident n'a été encore signalé. Parce qu'avant de terminer la tournée, nous avons pris contact avec les IF de Ranérou et de Canel. L'IF de Matam étant avec nous, nous n'avons pas reçu en tout cas un signalement comme quoi il y a quelque part les pluies ont causé des difficultés par rapport au déroulement de l'examen. Donc pour dire que cela se passe en tout cas correctement au niveau de la région. L'examen du BFM de cette année confirme la prédominance des filles qui sont au nombre de 3435 contre seulement 1864 pour les garçons. Tous ces candidats seront surveillés par 482 enseignants. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, merci. Démarrage également des épreuves à Sédhiou où le nombre de candidats est de 6137, dont plus de la moitié composée de filles. La région compte 67 centres d'examen. Aucune difficulté majeure n'est signalée et seuls quelques absences sont relevées. Toutefois, il a été dénombré 69 candidats qui ne disposent pas d'extrait de naissance mais autorisés quand même à composer. La correspondance depuis Sédhiou, Elhaji Moussa Dramé. Pour la session 2025 du brevet de fin d'études moyennes BFM, 6137 candidats sont inscrits dans la région de Sédhiou, dont 3081 filles, légèrement au-dessus de l'effectif des garçons, ce qui porte à 250 candidats de plus que l'année dernière. Ils sont répartis dans 67 centres d'examen, dont 27 pour le département de Goudomp, 26 pour le département de Sédhiou et 14 pour le département de Bunkiling. Très peu d'absences sont signalées ça et là. L'adjoint au préfet du département de Sédhiou, qui a procédé ce mercredi matin à la visite des centres d'examen, rassure que les dispositions antérieurement prises sont bien respectées. Matar Ndiaye a aussi indiqué que la sécurité et l'étanchéité des salles d'examen sont assurées, ainsi que le plan de surveillance. Il a en outre fait observer que 69 élèves ne disposent toujours pas d'extrait de naissance à l'échelle du département de Sédhiou, mais sont autorisés à composer, précise-t-il. De son côté, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou, Omar Diagne, a fait savoir que l'essentiel du travail est digitalisé pour garantir la fiabilité et la qualité du travail administratif. Il a par ailleurs indiqué que les candidats sont répartis dans les centres en fonction des options pour faciliter la correction. Cette première journée est très calme et le ciel est largement dégagé. Elhaji Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Elhaji Moussa Dramé, merci. 1 170 000 investis chaque année sur un étudiant, plus de 76 milliards alloués au paiement annuel des allocations, perspectives de rationalisation des bourses, entre autres éléments de langage devenus récurrents du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf. De son côté, le coordonnateur des écoles et instituts, par ailleurs membre du collectif des amicales de l'UCAD, Serigne Gakou Aïdara, est catégorique. Impossible d'envisager des réductions de bourses, a-t-il averti. Serigne Gakou Aïdara, que nous écoutons avec Malamine Mané. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout ce qui est en rapport avec le coût de l'étudiant, ce que l'État dépense sur l'enseignement supérieur font partie des éléments de langage du ministère. Et donc, nous constatons avec inquiétude l'insistance sur ces faits-là. Le terrain sur lequel nous attendons
le ministre, c'est de nous dire la valeur de l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant représente, qu'est-ce que l'étudiant pourrait représenter. Qu'on se le tienne pour dire, il n'y a pas possibilité de revenir sur des acquis. Je pense que ça, c'est une base élémentaire à partir duquel des discussions peuvent être possibles. En tout cas, impossible à notre niveau de revenir sur des acquis qui ont été obtenus à la suite de luttes syndicales, à la suite de luttes tout court d'étudiants qui ont voulu améliorer leurs conditions d'études. Et vraiment, c'est d'ailleurs incongru d'organiser un peu un déjeuner de presse dans un hôtel de 5 étoiles pour parler du coût de l'étudiant. Il n'y a pas possibilité à notre niveau d'envisager que des réductions, des diminutions ou des suppressions de bourses puissent être opérées. Rien ne sera fait de façon unilatérale. Et donc, à partir du moment où ces questions-là seront réellement soulevées, notre position, elle est claire. Nous sommes catégoriquement fermes sur ces questions-là. Et je pense que lui-même le sait, le ministère le sait, le régime le sait, qu'on l'a dit plusieurs fois. Il n'est pas possible de revenir sur des acquis parce que pour nous, le progrès, la volonté de progrès qui est affichée, mais doit être une volonté qui pousse tous les secteurs à aller de l'avant, mais qui ne puisse pas fragiliser une partie de la population, notamment une partie très importante qui représente la communauté universitaire et les étudiants. Sud FM. Vous écoutez toujours le journal sur Sen Radio. L'État du Sénégal a réussi à mobiliser 364 milliards sur le marché domestique à travers son deuxième appel public à l'épargne de l'année 2025. Une opération qui, selon les autorités, traduit la confiance des investisseurs dans l'économie nationale. Mais qu'est-ce qu'un appel à l'épargne publique? À quoi serviront ces fonds? Et quelles garanties encadrent leur gestion? Pour mieux comprendre les enjeux de cette opération, Khadisen s'est entretenu avec Pape Abdoulaye Seck, économiste et spécialiste en finances publiques et gestion des risques. Il sera tout à l'heure notre invité dans ce journal. Parlons santé avec la lutte contre le trachome, une maladie tropicale négligée. L'Organisation mondiale de la santé a validé hier l'élimination de cette pathologie en tant que problème de santé publique au Sénégal. Le Sénégal devient ainsi le 9e pays de la région africaine de l'OMS à avoir réalisé cet exploit. Des résultats probants, certes, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. C'est ce que pense le docteur Mokhtar Dieng Badiane, coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire et en charge de la lutte contre le trachome. Il est joint par Mame Diarra da Silva. Cette maladie était un problème de santé. L'État l'a érigé en priorité de santé publique, donc, et il y a eu le programme qui a été mis en place et on a adhéré à l'Alliance mondiale de l'OMS pour l'élimination du trachome. Et dans ce cas, toutes les actions qui ont été menées se sont alignées aux recommandations de l'OMS, c'est-à-dire la stratégie champ. Il fallait faire la chirurgie des cas de trichéite trachomatoide, mais faire aussi des administrations de masse de médicaments dans la communauté, dans les zones où l'endémicité était très élevée, mais aussi il fallait faire la promotion de la bonne hygiène individuelle du visage, mais aussi l'hygiène collective. Et dans ce sens, mais aussi il fallait aller dans le sens du changement de l'environnement. Mais aussi toutes ces actions-là ne sont pas dues, surtout les résultats ne sont pas dus aux actions de santé seulement. Il y a eu d'autres secteurs qui ont été mis en contribution, notamment le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, aussi de l'éducation, qui ont permis d'avoir accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi à améliorer les conditions de vie de nos populations pour un changement durable de comportement. Donc, c'est toutes ces actions-là combinées qui ont permis au Sénégal d'atteindre les résultats qui ont sensiblement réduit la prévalence du trachome au Sénégal. Et c'est ce qui a prévalu de la rédaction du dossier et la soumission au niveau de l'OMS qui a certifié officiellement que le Sénégal a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. À ne pas baisser, mais cet élan d'engagement collectif qui nous a permis d'atteindre ces résultats doit nous permettre de maintenir ces acquis-là en ayant en favorisant la promotion de la bonne hygiène individuelle, mais aussi hygiène collective, pour ne pas que cette maladie réapparaisse encore. Donc, il faut des efforts qui aillent dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population, mais de lutter durablement contre la pauvreté.
Nous nous intéressons maintenant à l'hivernage. Plusieurs localités situées sur la partie ouest du pays ont enregistré des pluies dont la journée d'hier. Des quantités de plus ou moins importantes ont été recueillies également au sud et au centre du pays. La météo annonce une stabilité des précipitations pour les prochaines 24 heures. Autour des tirailleurs sénégalais de 14-18, mémoire locale, mémoire globale, c'est le titre de l'ouvrage collectif co-dirigé par le professeur Mor Ndao, historien et directeur de l'école doctorale Ethos de l'UCAD, un livre qui met en lumière la participation décisive de ces tirailleurs souvent invisibilisés dans les récits officiels. L'une des particularités, c'est l'histoire de la participation des familles religieuses au Sénégal. Amadou Moustapha Dian. Retracer l'histoire des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre, souvent invisibilisés à travers une démarche de co-construction de deux équipes pluridisciplinaires et universitaires de chercheurs sénégalais et français, c'est l'objectif de l'ouvrage autour des tirailleurs sénégalais de 14-18, mémoire locale, mémoire globale. Professeur Mor Ndao qui a co-dirigé l'ouvrage. De mettre le focus, l'accent sur l'engagement des tirailleurs invisibilisés durant la Grande Guerre, notamment au niveau des théâtres d'opération. Il s'agissait donc de construire une mémoire locale, la Picardie, mais aussi une mémoire globale, en ce sens que ces tirailleurs ont été engagés dans différents théâtres d'opération. Pour l'équipe sénégalaise, de partir de figures invisibilisées, inconnues ou méconnues par l'historiographie, et de montrer leur impact, leur engagement et leur contribution à la guerre 14-18. Il s'agissait en quelque sorte d'un combat contre l'oubli. L'une des particularités de ces recrues à l'époque, c'est qu'ils venaient de familles religieuses. C'est le cas de Serigne Sidi Ahmed Sy, fils aîné de Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Fallou Fall, fils de Mame Cheikh Ibra Fall, mais aussi de Sidi Makhtar Kounta, fils de Cheikh Bou Mohamed Kounta, Khalif de Ndiassane. Des tirailleurs religieux qui ont été intégrés, incorporés dans l'armée coloniale, et cela pose des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un chef religieux à enrôler leur propre fils dans l'armée coloniale? Et quel était le but? On a essayé de documenter à travers des témoignages, des enquêtes de terrain, recoupées aussi avec des documents écrits pour reconstruire et réécrire cette histoire souvent invisibilisée. Justement, Abdourahmane Kounta, doctorant et membre de la famille, est l'un des contributeurs. La particularité de cette participation, ça a été celle de voir guides religieux à la fois au relais d'un grade militaire pour aller combattre pour la liberté du monde entier. Parce que la France était sous-effectif. Jusqu'à présent, cette histoire, elle est racontée. C'est lors aussi des événements religieux, parce que c'est en quelque sorte un honneur. D'ores et déjà, les chercheurs sont invités à faire le même travail sur la guerre 39-45, mais aussi sur les guerres de libération. Amadou Moustapha Dian, et l'on reparle encore de la tuerie de Bofa Bayotte. Des voix s'élèvent en faveur du journaliste René Capain-Bassène qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le comité de protection des journalistes et d'autres acteurs interpellent le président Bassirou Diomaye Faye pour une grâce présidentielle. Mame Diarra Da Silva. C'est à travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État que ces 181 journalistes, chercheurs, acteurs universitaires, écrivains et autres membres de la société civile engagés pour la paix en Casamance demandent une grâce en faveur de René Capain-Bassène en prison depuis plus de 7 ans. Moussa Ngom est le représentant pour l'Afrique francophone du comité pour la protection des journalistes. C'est une demande qui est d'abord symbolique vu le profil des signataires, parce que René Capain-Bassène c'était un journaliste engagé, spécialiste du conflit, qui travaillait pour que les chercheurs universitaires, que l'ensemble de la société civile puisse avancer dans le sens du processus de paix. Le profil ne correspond pas au profil de tueur qui a été dressé. C'est pourquoi il se mobilise justement pour que cette erreur judiciaire puisse être corrigée. Actuellement, il n'y a que l'implication du président de la République qui puisse permettre la libération de René Capain-Bassène. René Capain-Bassène a toujours refusé d'introduire une demande de grâce parce qu'il voulait nécessairement une réhabilitation de son image par la justice. D'autres faits qui font que le CPJ reste convaincu de l'innocence de René Capain-Bassène, ce sont ces failles et autres incohérences notées lors de l'enquête. Le début des accusations, c'était qu'il était présent même, il était un des auteurs de la tuerie. On a ensuite glissé vers un rôle de planificateur, mais il y a eu
par cascade, série d'incohérences qui ont pu être relevées, qui n'a pas pu participer à ces réunions, que la géolocalisation qui avait été agitée était une géolocalisation qui était fausse. Beaucoup de témoignages également sous torture, comme on a pu le confirmer avec les co-accusés qui ont tous été libérés, parce qu'on parle de plus d'une vingtaine de co-détenus qui ont été libérés par la suite et qui ont tous blanchi René Capain-Bassène, notamment en indiquant qu'ils ne le connaissaient pas. Mais malheureusement, il est toujours retenu en prison, notamment pour la question de ses emails, pour lesquels on ne lui a pas donné le droit de se défendre, contre-expertise n'a pas été accordée. Pour rappel, René Capain-Bassène a été arrêté quelques jours après la tuerie de Boffa Bayotte, qui a fait 14 morts, tous des coupeurs de bois. Malgré toutes ces dénégations, il a été condamné à la prison à perpétuité. Mais le Comité pour la protection des journalistes et ses partenaires espèrent une clémence des autorités pour René Capain-Bassène. Sud International. Pour la page internationale, nous démarrons par la Guinée avec des inondations meurtrières à Conakry avec le début de la saison des pluies. Les pluies sont intenses depuis maintenant plusieurs jours en Guinée et comme chaque année, les pluies apportent leur lot de victimes. Depuis le 1er juillet 2025, les inondations ont fait à Conakry plus de 4000 sinistrés et 6 morts selon le décompte des autorités de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires du pays. Direction le Mali, Moussa Mara est sorti libre du tribunal. Au Mali, Moussa Mara est ressorti libre du tribunal après avoir dû s'expliquer pendant plusieurs heures le mardi 15 juillet après-midi et ce mercredi matin encore devant les enquêteurs de la brigade d'intervention judiciaire. L'ancien premier ministre a été présenté cet après-midi au procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako en charge du pôle anti-cybercriminalité. Là encore, Moussa Mara a dû longuement s'expliquer en cause. Un message publié le 4 juillet dernier sur les réseaux sociaux dans lesquels il écrivait notamment qu'il comptait se battre par tous les moyens. Après ses auditions fleuves, Moussa Mara a finalement pu rentrer chez lui, mais la procédure reste toujours ouverte. Nous allons au Nigeria où le milliardaire Aliko Dangote veut construire le plus grand port du Nigeria pour faciliter ses approvisionnements et ses exportations. Après sa méga raffinerie de Lekki, le milliardaire nigérian Aliko Dangote se lance dans un nouveau projet d'ampleur et il souhaite construire rien de moins que le port le plus grand et le plus profond du Nigeria à Olokola dans l'état d'Ogun. Une demande a été déjà déposée aux autorités locales. C'en est tout pour la page internationale. Place maintenant à l'invité. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit donc de Pape Abdoulaye Seck, économiste et spécialiste en finances publiques et gestion des risques. Il s'est entretenu avec Hadisen et c'est à propos des 364 milliards de francs que le gouvernement a mobilisé sur le marché domestique à travers son deuxième appel public à l'épargne de l'année 2025, une opération qui, selon les autorités, traduit la confiance des investisseurs dans l'économie nationale. Qu'est-ce qu'on appelle à l'épargne publique? À quoi servent les fonds? À quoi servent plutôt les fonds et quelles garanties encadrent leur gestion? Nous écoutons Pape Abdoulaye Seck, interrogé par Khadisen. Monsieur Pape Abdoulaye Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et spécialiste en finances publiques et gestion des risques. L'État du Sénégal a clôturé hier avec succès son deuxième appel public à l'épargne de l'année. 364 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché domestique. Déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un appel public à l'épargne et pourquoi l'État y a recours? Merci beaucoup et bonjour à vos auditeurs de la radio Sud FM. Effectivement, un appel à l'épargne publique est un appel qui répond à un besoin de financement émis par une entité publique ou même une entreprise. Donc, il s'agit d'une invitation à investir, ouvert à tous, particuliers comme entreprises, et sans restriction particulière. L'information étant diffusée à grande échelle, utilisée par divers canaux. Et donc, dans le cas d'espèce de l'État du Sénégal, il s'agit par exemple de lever des fonds, généralement assez importants, et le nombre d'investisseurs est aussi élevé. C'est-à-dire que l'appel à l'épargne publique, en fait, à échelle beaucoup plus grande qu'en fait, par exemple, l'obligation. Ça peut prendre sur la base, ça peut se faire sur la base d'obligations, mais comme ça peut se faire également sur la base d'actions ou de titres. Ça dépend maintenant de l'émetteur, soit de l'État, soit de l'entreprise.
Donc, il s'agit de demander aux citoyens de la zone, ici, quand on parle d'épargne publique, ici, il s'agit de la sous-région, il ne s'agit pas du Sénégal simplement. Il y a 364 milliards, c'est de l'argent qui est donné, prêté par des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, et ainsi de suite, des gens qui sont dans la sous-région. Et qui a permis au Sénégal d'atteindre son objectif à 121%, c'est-à-dire 364 milliards qui ont été levés. Maintenant, il s'agit, par rapport à cet appel à l'épargne publique, de financer un projet, ou des projets en tout cas, sur un long terme. L'intérêt, c'est en fait de pouvoir disposer de ressources beaucoup plus dociles. Quand je parle de ressources beaucoup plus dociles, c'est-à-dire de ressources beaucoup plus accessibles, et on ne trouve pas le risque de taux de change ou de taux d'intérêt. C'est moins contraignant en fait en termes comme emprunt que pour les autres formes d'emprunt qui sont émis sur les places financières de communes. Ici donc le marché est open, le marché est ouvert, les particuliers, les entreprises, en fait tous les acteurs en tout cas qui ont la capacité, la possibilité, l'épargne suffisante pour acquérir des titres peuvent le faire. À la différence par exemple d'un emprunt obligataire sur un marché boursier, sur un marché financier, qui est souvent le fait, si les investisseurs passent par des intermédiaires, les particuliers n'ont pas la possibilité d'intervenir directement sur le marché parce que le marché est organisé. Donc ce sont les acteurs du marché qui portent dans cette affaire-là, cette opération, dans le cadre spécifique des emprunts obligataires ou d'autres types d'emprunts. C'est différent de l'appel à l'épargne publique. C'est une forme beaucoup plus élevée, beaucoup plus élaborée, en tout cas beaucoup plus populiste d'appel à l'épargne pour le financement de projets et programmes bien ficelés. M. Seck, qui supervise ce type d'opération sur le plan institutionnel, quels outils sont prévus pour assurer la traçabilité des fonds mobilisés? Mais en fait, l'État est toujours accompagné par une institution financière, une banque, ça peut passer par une banque, ça peut passer également par les autres sociétés à capital. C'est-à-dire qu'en fait, l'État passe par ces intermédiaires-là, mais à un niveau local. C'est une banque en fait, qui arrange les opérations, c'est un autre intermédiaire institutionnel dans le régime financier reconnu par la Banque centrale qui arrange les opérations. Parce que tous ces flux financiers-là sont sous la supervision de la Banque centrale. Nous sommes dans la zone UEMOA, donc tous ces flux financiers, ces emprunts, ces obligations, ces opérations sont sous la supervision de la Banque centrale. Maintenant, l'État, le Trésor public, travaille en étroite collaboration avec une banque ou avec en tout cas une institution financière qui permet en tout cas d'organiser le circuit de financement ou de mobilisation de cette épargne publique. Nous avons un exemple très concret avec, je ne veux pas faire de publicité, mais il y a une entreprise dans le secteur télécom au niveau national qui elle a utilisé cette même stratégie pour vendre des actions il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc beaucoup de Sénégalais sont devenus maintenant actionnaires de cette entreprise-là et touchent des dividendes parce qu'ils avaient acheté des titres à 10 000 francs à l'époque. Donc c'est une forme de mobilisation vraiment très élaborée et en tout cas une forme de financement des projets publics qui, en tout cas, permet de faire participer les citoyens, de faire participer, en tout cas, les résidents et de montrer qu'en fait, à côté des sources de financement classiques, nous avons toujours la possibilité de mobiliser l'épargne publique qui peut jouer un rôle très important dans le cadre des financements des projets publics. Y a-t-il des risques de blanchiment de capitaux? Est-ce qu'il existe des mécanismes de contrôle ou d'encadrement? Oui, c'est pourquoi je dis qu'en fait, tous ces flux financiers-là transitent par le système bancaire ou les institutions financières sous le contrôle de la Banque centrale. Maintenant, on peut par exemple, citoyen ordinaire peut par exemple avoir de l'argent, mais vous savez qu'également, ce n'est pas en fait des sacs d'argent qui seront amenés, qui seront acheminés, c'est des écritures. L'argent est toujours domicilié quelque part. Et les seuls filtres qui existent, ce sont les filtres classiques au niveau de le circuit bancaire qui contrôlent déjà les avoirs de ces gens-là qui veulent intervenir en amont, et ce sont ces gens-là qui donneront des ordres à leur banque pour pouvoir souscrire à quelque chose. Donc c'est toujours le même système classique de contrôle sous la supervision de la Banque centrale, mais également par le circuit classique reconnu d'institutions financières telles que les banques et autres, et établissements assimilés. 364 milliards mobilisés, ces fonds vont-ils servir à financer des projets d'investissement ou à rembourser des dettes? En vérité, quand on fait ces genres d'appels, en amont, on donne une information sur les projets qui vont être financés. Et pour la plupart du temps, quand on mobilise l'épargne publique, c'est pour en fait des financements à long terme, mais pour des projets qui n'ont pas en fait une rentabilité financière très directe. Ce sont des projets à fort impact social et par exemple, dans le cadre qui interviennent dans le cadre de vie, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, qui n'ont pas en tout cas des niveaux de rendement financier très élevés, mais qui permettent d'améliorer les conditions d'existence de vie ou en tout cas un impact social très élevé sur les populations. Donc, ce qui fait que c'est pourquoi ce sont ces ressources qui sont les plus indiquées, pourquoi parce que ces ressources-là, comme je l'ai dit, ne coûtent pas beaucoup plus cher, mais également les prêteurs qui sont derrière ne sont pas aussi exigeants et intransigeants que les prêteurs au niveau des marchés financiers organisés.
Et quel impact cela pourrait-il avoir sur le taux d'endettement du pays? Bien sûr que c'est toujours quelque chose qui augmente le stock de dette. C'est toujours quelque chose qui augmente le stock de dette. Parce que si vous donnez de l'argent à quelqu'un, c'est la même chose que si vous le devez à une multitude d'entreprises. Donc l'essentiel, c'est que le stock de la dette augmente. Pourquoi? Parce que c'est déjà ce qu'on appelle la dette intérieure. Donc c'est une bonne partie de la dette. Donc la dette intérieure, la dette extérieure, l'ensemble de ces dettes-là constituent la dette de l'État du Sénégal. Donc tout emprunt augmente le stock de dette. Si ce n'est que pour rembourser. Mais même si c'est pour rembourser, c'est juste des questions de crédit et débit de crédit, entrée et sortie. Si vous empruntez pour rembourser, c'est pour faire le refinancement. Maintenant, ici, dans le cas d'espèces, on emprunte pour financer des projets. Effectivement, le stock de dette va augmenter. Monsieur Pape Abdoulaye Seck, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste en finances publiques et gestion des risques. La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Les femmes transformatrices de produits halieutiques de Joal ont reçu un appui de la FAO, une enveloppe financière de 170 millions de francs CFA destinée aux acteurs de la chaîne de valeur des huîtres. C'est le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires qui a présidé la cérémonie de remise de financement et de matériel aux acteurs de la filière. Mbour, correspondance, Moustapha Sall. La remise de pirogues à l'Agence nationale de l'aquaculture, des subventions de financement et de matériel estorocole aux acteurs de la chaîne de valeur des huîtres à Joal. C'est dans le cadre du projet Fish for ACP de la FAO. Pinkia Stéphane Chikaya est la coordinatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, la chaîne de valeur des huîtres, fort de son potentiel économique, sa portée sociale et ses enjeux environnementaux, et mobilisant près de 98% de femmes, a été sélectionnée et a fait l'objet d'une analyse approfondie basée sur une approche participative et inclusive. Le fonds de contrepartie est un nouveau mécanisme développé par la FAO qui vise à dynamiser le développement économique local, chaîne de valeur. Fish Forage a subventionné 18 demandes d'investissement dans les différents segments de la chaîne de valeur à hauteur de 90% et GUE et 80% les entreprises pour un montant total de 170 millions de francs CFA. Cet appui technique et matériel permettra de créer un écosystème plus solide et durable pour soutenir l'ostréoculture au Sénégal. Dr Fatou Diouf est le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières. Ce geste que nous saluons avec reconnaissance s'inscrit dans une démarche stratégique de modernisation, d'inclusion et de durabilité de notre secteur halieutique. Il ne s'agit pas seulement d'un appui matériel ou financier, mais bien d'un engagement concret en faveur de l'amélioration des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la filière huître en particulier. Cette action s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement qui traduit l'ambition des autorités de promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort, des territoires autonomes, responsables et viables, et jetant ainsi les bases de notre souveraineté économique et sociale. Fiche for ACP mise en œuvre par la FAO et financée par l'Union européenne et le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Le programme se concentre sur le développement de la chaîne de valeur des huîtres au Sénégal. Moustapha Salembourg, Sud FM. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie. Awa Ciao. C'est donc la fin de ce 18h, le rappel des titres. Affaire Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana, les deux prévenus vont encore prendre leur mal en patience. Les délibérés sont de nouveau renvoyés au 23 juillet prochain. Les avocats dénoncent. Le Forum du justiciable invite l'État à prendre ses responsabilités pour faire cesser cette injustice. Démarrage des épreuves du BFM ce mercredi sur l'étendue du territoire national. Aucun incident majeur n'est signalé à Dakar. À Mbacké, un important dispositif sécuritaire est mis en place par les organisateurs à Matam. Les fortes pluies de ces derniers jours n'ont pas impacté les centres d'examen. Pas de difficulté également du côté de Sédhiou. Plus de 76 milliards de nos francs alloués aux étudiants pour les bourses. Le ministre de l'Enseignement supérieur dans une perspective de rationalisation nette catégorique du côté des étudiants. Aucune réduction n'est envisageable. Deuxième appel public
deuxième appel à l'épargne publique. L'État mobilise 364 milliards de nos francs sur le marché. Tracom au Sénégal, l'Organisation mondiale de la santé a validé hier l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique dans notre pays. L'invité du journal, la page Inter et le journal de l'économie ont complété cette édition. Merci à Hassan Tchoun qui a assuré la mise en onde. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à 22h, Inch'Allah, pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sen Radio.